Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Bonne nouvelle. L'humanité n'est pas obligée de se détruire en quelques générations. Il existe des solutions. Elles sont simples dans leurs principes. L'Europe devrait y jouer un rôle majeur. Pour cela, elle doit prendre conscience de ses capacités et de ses responsabilités. Cela démarre par une révolution fiscale écologique, au niveau européen. Tout le reste ou presque découle de cette décision. Progressivement et de manière harmonieuse, notre planète, énorme paquebot, modifiera son cap. Ce livre est une utopie réaliste. Utopie, car aujourd'hui les conditions politiques d'une telle décision ne sont pas réunies. Mais les opinions publiques bougent parfois très vite. Réaliste, car économiquement, techniquement, humainement et écologiquement, ces propositions sont non seulement possibles, mais hautement souhaitables. Nous partons d'un constat. Que ce soit au niveau de la pollution ou des gaz à effet de serre, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. La production de ces derniers ne ralentit pas, et la biodiversité régresse à grands pas. Chapin. Face à cette situation, la solution proposée est une révolution fiscale écologique européenne. Les conséquences en sont déclinées au niveau des différents agents économiques. Chap. 2, 3 et 4. Le chapitre 5 analyse les dimensions politiques d'une telle décision. Ensuite, nous étudions les accompagnements nécessaires dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et de l'emploi. Chap. 6,7 et 8. Le chapitre 9 propose une démarche pour un développement équilibré et harmonieux entre les différents territoires et les différents pays de l'Europe. Au final, sûre de ses choix pour elle-même et pour la planète, l'UE voit son rôle renforcé commercialement et politiquement, ainsi que ses capacités à entraîner le reste du monde dans la bonne direction. Chap. 10. Les citoyens n'ont jamais été si nombreux à vouloir faire quelque chose pour l'environnement. Mais l'urgence n'a jamais été aussi grande. Le monde est à un moment de bascule. Les États-Unis ne souhaitent plus jouer les gendarmes du monde, et mesurent chez eux les conséquences négatives de la mondialisation. La Chine se présente comme le défenseur du libre-échange et s'organise pour faire son marché au meilleur prix sur l'ensemble de la planète. L'Union européenne prend progressivement conscience de ses atouts, de sa puissance et donc de ses responsabilités. Le chaos mondial n'a pas que des inconvénients. Il peut recéler des opportunités. L'urgence est grande, mais les ingrédients sont là pour bâtir enfin une politique environnementale à la mesure des problèmes. 1. Nous allons dans le mur. 1A. Un réchauffement. A. La production de gaz à effet de serre progresse toujours. Hormis chez Donald Trump et ses partisans, le lien entre industrialisation et réchauffement climatique est aujourd'hui largement admis. Mais 3 points majeurs doivent être rappelés. La production de gaz à effet de serre est encore en constante augmentation. Nous avons affaire à des phénomènes ayant une grande inertie. Si demain nous sommes neutres au niveau gaz à effet de serre, la température continuera à s'élever pendant un certain temps. Plusieurs phénomènes s'auto-alimentent et peuvent nous emmener bien au-delà des 2 degrés d'augmentation de la température moyenne de la planète. B. Calotte glaciaire. La température augmente plus sur les pôles, entraînant une fonte de la calotte glaciaire plus rapide que prévu. Or, sa réduction accélère encore le réchauffement. Quand la surface est couverte de glace, l'essentiel du rayonnement solaire est renvoyé dans l'atmosphère. La glace fonctionne comme un miroir. Si elle a disparu, la Terre absorbe alors la chaleur du Soleil. C'est le cas par exemple au Groenland. Les glaciers ne se reformeront pas. Il faudrait une baisse trop forte de la température. Autre inconvénient, la fonte des glaciers a comme conséquence une augmentation du niveau des océans. C. Permafrost. Dans le nord de la Sibérie, le sol en profondeur reste gelé toute l'année, cela s'appelle le permafrost. Aujourd'hui, une partie de celui-ci dégèle. Il libère ainsi une grande quantité de méthane, provenant de la décomposition de matières organiques. Or, le méthane a un effet de serre beaucoup plus important que le gaz carbonique. D.
Forêts. Plus grave encore, les forêts sont des puits à carbone. En se développant, elles le fixent durablement sous forme de bois et autres matières organiques. À cause de l'augmentation de la température, la forêt a de grandes chances de se porter moins bien. Au lieu d'absorber du gaz carbonique par la croissance de ses arbres, elle en produira par décomposition accélérée de la matière organique. À cela s'ajoutent les incendies de forêt favorisés par les sécheresses et des vents plus violents. En effet, en se réchauffant, l'air et l'eau des océans génèrent des phénomènes climatiques de plus forte intensité. Selon certains, le sud de l'Europe pourrait devenir une zone d'ouragan. Montée des eaux. Ces phénomènes climatiques extrêmes vont se conjuguer avec la montée du niveau de la mer, liée à la fonte de glaciers et à une dilation de la masse des océans générée par l'augmentation de la température. Dans un avenir proche, des îles très basses sur l'eau disparaîtront. Le Bangladesh, ces dernières années, a subi des inondations entraînant des milliers de morts. Elles sont le résultat de pluies exceptionnellement violentes et d'une élévation anormale du niveau de la mer. Une très forte partie de la population mondiale habite sur des côtes. Beaucoup risquent d'être envahis par les eaux. Même une ville comme New York est menacée par ce phénomène avant la fin du siècle. F. Le système Terre s'emballerait. Mais il y a plus grave. Les océans pourraient eux aussi devenir des producteurs de gaz carbonique, plutôt que l'inverse comme c'est le cas actuellement. Une partie importante du CO2 contenu dans l'atmosphère se dissout dans l'eau des océans. Mais cette propriété diminue avec l'élévation de la température de l'eau. D'autre part, on constate une diminution des courants de convection. Ceci ramène à la surface les eaux des profondeurs beaucoup plus froides. Les deux phénomènes se conjuguant, à partir d'une élévation de température difficile à préciser, les océans passeraient du statut de puits à CO2 à celui de producteur de CO2. La machine Terre s'emballerait. Entre le permafrost libérant du méthane, les forêts et les océans produisant du gaz carbonique au lieu d'en capturer, la montée des eaux, l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, on aurait alors un emballement pouvant rendre l'essentiel de la planète inhabitable. Il y a donc nécessité de prendre rapidement des mesures à la hauteur des enjeux, des mesures amenant chaque être humain, chaque agent économique, mais d'abord les plus riches, les plus puissants à limiter très fortement sa production de gaz à effet de serre. 1 à 2 La chimie tue la biodiversité. A. La chimie tue, lentement. Il y a une cinquantaine d'années, on disait encore, c'est la quantité qui fait le poison. Aujourd'hui on le sait, quelques molécules suffisent pour déclencher un cancer ou d'autres maladies. Le professeur Belpomme l'a fort bien expliqué, il y a déjà quelque temps. Mais c'est difficile à prouver individuellement. En effet, la déclaration de la maladie peut mettre des années. Et comme de multiples molécules sont cancérogènes, il est souvent difficile d'identifier la responsable avec certitude. Mais s'il est difficile d'avoir des certitudes individuelles, il est tout à fait possible, avec des études épidémiologiques, d'établir des relations de cause à effet. Vivre à côté d'un incinérateur augmente sensiblement la probabilité d'avoir un cancer. Surtout si le filtrage est insuffisant. La science a identifié 2 autres dangers potentiels pour un produit de synthèse. Il peut aussi être mutagène. Les descendants des personnes atteintes risquent d'avoir des malformations ou des déficiences. Enfin, un produit peut nuire à la reproduction, être reprotoxique, par exemple en rendant les spermatozoïdes non fertiles ou moins nombreux. Certains produits de traitement en agriculture sont soupçonnés d'avoir une ou plusieurs de ces caractéristiques. Malheureusement, les études indépendantes sont rares. En effet, les tests préalables à la mise en marché sont réalisés par les fabricants. De plus, ceux-ci ne sont pas tenus de donner le détail de leurs essais. Ils sont généralement réalisés sur des animaux de laboratoire et ne durent que quelques mois. Cela ne nous renseigne pas sur les effets d'une exposition de longue durée à faible dose sur des humains. Or, des milliers de molécules se retrouvent dans les produits de notre environnement quotidien. Des centaines plus ou moins toxiques, chimiquement stables, se retrouvent en faible quantité dans l'air, l'eau, notre alimentation, nos rivières, nos sols, les océans.
Chacun d'entre nous en a environ 200 dans son organisme en quantité très faible, et cela dès la naissance. Mais les conséquences liées à l'utilisation de ces produits ne sont bien sûr pas limitées à l'être humain. Toute la faune et la flore en sont impactées. B. Nous sommes incapables d'agir. Face à cela, nous avons beaucoup de mal à agir à la mesure des enjeux. L'Europe a un budget très faible. Quant à la recherche publique en France comme ailleurs, elle dispose de peu de moyens dans ce domaine. On touche là à la faiblesse des pouvoirs publics et au poids des lobbies de la chimie. Eux ne manquent pas d'argent. La société semble sans défense face à des intérêts très puissants. Très puissants et souvent très cupides. Pour certains, les résultats financiers passent largement avant la santé de leurs semblables. Et comme nous sommes dans une situation où les certitudes ne sont pas la norme, ils en profitent pour biaiser les résultats de leurs tests. Dans ce contexte, des scientifiques se laissent influencer consciemment ou pas. Couramment, les lobbies organisent des réunions professionnelles ou participent à des congrès, dans lesquels ils invitent, tout frais payés, des scientifiques allant dans leur sens. C'est souvent pour ces derniers l'occasion de faire connaître leurs travaux. Il est tentant d'accepter. L'industriel peut aller plus loin en finançant le laboratoire dans lequel travaille le scientifique. Ce genre de pratique est tout à fait légal mais doit être déclaré. Ce n'est pas toujours fait. Et quand le fonctionnement de toute une équipe de recherche repose sur ces aides financières, elle devient dépendante du financeur. On peut alors imaginer des articles trop bienveillants dans les revues scientifiques, voire des travaux de recherche complètement biaisés. C. La chimie, moteur de croissance depuis 70 ans. L'agriculture est grosse consommatrice de ces produits de synthèse sous forme de pesticides. Ce sont principalement des désherbants et des produits phytosanitaires. Mais notre agriculture est à la fin d'un cycle démarré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les tickets de rationnement ont été supprimés le 1er décembre 1949, soit plus de 4 ans après la fin du conflit. À cette époque, il fallait d'abord nourrir les Français, développer la production agricole et élever le niveau technique des agriculteurs. L'objectif était aussi de favoriser la migration vers les villes d'une main-d'œuvre nécessaire au développement de l'industrie des Trente Glorieuses. L'industrie chimique s'était largement développée durant les 2 guerres mondiales. L'agriculture lui a offert un nouveau débouché. La fin des Trente Glorieuses n'a pas remis en cause les systèmes de production agricole mis en place dans les années 50 et 60. Pourtant, les problèmes de l'après-guerre avaient disparu depuis longtemps. Aujourd'hui, il s'agit encore trop souvent de privilégier la quantité et le prix, soit pour alimenter les villes au moindre coût via la grande distribution, soit pour exporter. C'est la base de la cogestion du secteur agricole entre l'État et le syndicat majoritaire, la FNSEA. C'est aussi l'origine du développement de l'agrochimie. D. Nous avons mis du temps à comprendre. Mais l'agriculture n'est pas et de loin la seule source de pollution. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la chimie a été un des moteurs de la croissance. Les centaines de molécules chimiquement stables, retrouvées dans notre environnement, proviennent de tous les secteurs de l'industrie. Et parmi eux, nous avons les perturbateurs endocriniens. Comme leur nom l'indique, ils perturbent la production des hormones. Celles-ci sont en quelque sorte des messagers pour un bon fonctionnement des organes de tout être vivant. Les hormones thyroïdiennes, concernées au premier chef, jouent un rôle crucial. Chez l'humain, elles modulent l'expression des gènes pilotant la formation du cerveau. Elles ont un rôle déterminant chez le fœtus. Ces perturbateurs endocriniens seraient responsables du développement très important de l'autisme, ainsi que d'une baisse du QI chez nos enfants. Ces molécules ne nuisent pas qu'à l'être humain. Toute la biodiversité en souffre. Or celle-ci est notre première protection contre les maladies des humains, des animaux et des plantes. En effet, dans un écosystème très varié, tout prédateur va finir par trouver son propre prédateur. Nous assistons à une régulation naturelle. Plus l'écosystème est pauvre, moins nous avons de régulation. Le stade ultime est l'élevage industriel, très fragile sur le plan sanitaire et poussant à un recours intempestif aux traitements antibiotiques. Ainsi 60% de ceux-ci sont utilisés dans l'élevage, participant largement à la création de souches antibio-résistantes.
Au sein d'un élevage de porcs à l'engrais, il est courant de traiter tous les animaux d'un lot. Même si aucune bête n'est encore malade. La présence de certains germes dans les déjections suffit à déclencher le traitement. On a alors des résidus d'antibiotiques dans les lisiers. Ces résidus se retrouvent dans la nature à l'occasion de l'épandage dans les champs. Une autre pratique, plus raisonnable, consiste à ne soigner que les animaux malades. Ils sont alors mis à part, et les déjections contenant des résidus d'antibiotiques sont traitées spécialement. Selon Romain Julliard, chercheur en biologie de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle, on assiste à un effondrement de la biodiversité sauvage. Nous détruisons systématiquement les écosystèmes, et la chimie en est la première cause. Nous devons changer de logique. L'agriculture est à la fin d'un cycle et nous devons définir le suivant. Les affrontements sur le glyphosate et le Roundup, mais par le passé sur l'amiante font réfléchir. Pour le glyphosate et le Roundup, les Monsanto Papers nous montrent le niveau de corruption autour de ces produits depuis des dizaines d'années. Plus vite on arrêtera de les utiliser, mieux cela sera. Mais si pour chaque produit toxique l'Europe doit négocier pendant des années, nous avons tout le temps de mourir empoisonnés. Il y a peut-être une autre voie à trouver, plus souple, plus exigeante, plus efficace, prenant mieux en compte les contraintes environnementales et la réalité industrielle. 2. La fiscalité a un double impact, économie. Dans toutes les sociétés, le niveau d'imposition. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.